C'est parti. Bon, bonjour à tous, merci d'être là. Donc nous, on va vous parler d'Hibernate Search et des nouveautés et un peu moins nouveautés de la recherche full text et vectorielle en Java. Je m'appelle Johan Rodière, je travaille chez Red Hat au sein de l'équipe Hibernate. Je code surtout sur Hibernate Search et sur les extensions Hibernate de Quarkus. Et moi, c'est Katia Resti. Je bosse aussi chez Red Hat dans l'équipe Infinispan DataGrid, qui est un cache distribué haute capacité, performant, etc. Et je m'occupe aussi de l'intégration entre Infinispan et Quarkus. Et bon, pourquoi ce talk? Alors, la dernière fois que quelqu'un est venu te parler d'Hibernate Search à Devox, c'était Emmanuel Bernard, l'auteur original du projet, et David Pilato d'Elastic. Et c'était en 2016. Il y a longtemps, les standards de la mode, ça a vachement évolué depuis. Ouais, on s'habillait différemment, quoi. Voilà, donc on se dit, ça fait vraiment longtemps. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées depuis 2016. Et on va du coup commencer par rappeler ce que c'est Hibernate Search. Donc, souvent, dans le contexte d'une application Java, on va avoir notre base de données relationnelle avec une appli codée en Java, en Spring avec Spring Boot, ou si vous êtes vraiment géniaux, en Quarkus. Et donc, avec Hibernate comme ORM, donc pour faire le mapping entre la base de données SQL et nos objets Java. Donc, dans ce contexte-là, souvent, là aujourd'hui, n'importe quelle application, on attend de pouvoir faire la recherche. Mais pas seulement de la recherche par filtre, mais aussi la recherche full text ou la recherche par champ lexical, disons, dans lesquels on va vraiment chercher une phrase et vouloir retrouver des résultats. Et c'est là qu'on peut se dire, pourquoi pas utiliser l'opérateur e-like d'une base de données, de la base de données, ce qui va nous ramener, par exemple, si je cherche du T dans un champ textuel, il va me sortir qu'une cithérapie, alors que c'est peut-être un faux positif. Et si je cherche pomme avec une S, il ne va pas trouver pomme en singulier. Et c'est du coup un faux négatif. Il n'y a pas que ça comme problème avec e-like. En fait, c'est une recherche de sous-chaîne de caractères, en fait. En termes de perf, ça ne va pas être top non plus, parce qu'il n'y a pas moyen de coller un index sur la colonne qui va accélérer ce genre de recherche, avec des wildcards au début et à la fin. Et en termes de fonctionnalité, c'est pas top non plus, parce que quand vous faites une recherche comme ça, avec du texte, vous aurez probablement plusieurs documents qui correspondent, et vous voudrez probablement avoir les documents qui contiennent le plus de fois le mot que vous cherchez en premier. Et ça, avec un e-like, on ne sait pas faire. Et c'est en ça qu'on se tourne vers la recherche full text. Voilà. Donc la bonne solution, évidemment, c'est la recherche full text, ce qui est de travailler sur des mots. Donc, on va prendre un document, un identifiant avec du texte brut. On va le faire passer par une phase d'analyse qui va transformer ce texte brut en une suite de tokens, donc de mots, qui ont potentiellement été normalisés pour enlever les pluriels, pour enlever les conjugaisons, ce genre de choses. Et on va stocker tout ça, tous ces tokens dans un index inversé qui va associer à chaque token la liste des documents, des identifiants des documents qui contiennent ce token. De cette manière, au moment de la recherche, on va pouvoir refaire la même chose. On prend le texte brut de la requête, on l'analyse, on obtient une suite de tokens qui sont également normalisés. Et la recherche va simplement consister à aller chercher pour chaque token recherché dans l'index inversé quels sont les identifiants des documents correspondants. On fait un croisement, on obtient une liste de résultats. Ça, c'est en très gros. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, surtout à l'implémentation, mais c'est le principe général. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de bases de données relationnelles qui proposent des recherches full text comme fonctionnalité. Voilà. Donc on pourrait se dire, pourquoi pas utiliser simplement ma base de données SQL. Mais cela ne vient pas qu'avec des avantages. Voilà, on pourrait. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le standard SQL, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont liées au full text. Les bases de données vont surtout aller sur leur syntaxe propriétaire. Donc, selon la base de données que vous utilisez, vous aurez une syntaxe différente. Si vous travaillez sur des projets différents, avec des clients différents qui vous imposent des bases de données différentes, vous allez vous retrouver à changer de syntaxe sans arrêt. Dans JPA non plus, il n'y a pas vraiment de grosse abstraction là-dessus, parce que
tout marche un peu différemment. Et même les concepts qui sont utilisés dans les bases de données ont potentiellement des noms différents, des limites différentes. Donc, si vous changez de base de données, vous vous retrouverez peut-être avec moins de fonctionnalités. Et c'est là, du coup, qu'on se tourne vers la librairie Java qui est utilisée pour les full text depuis de nombreuses années, Apache Lucene, qui fait partie de Elasticsearch ou de OpenSearch. Et c'est en ça qu'on va se tourner vers dire, OK, moi j'ai ma base de données relationnelle, j'ai mes moteurs de recherche full text, qu'est-ce que je mets au milieu pour pouvoir prendre les données qui sont dans ma base de données relationnelle et les indexer sur Elasticsearch ou OpenSearch ou directement sur Lucene. On peut utiliser le faire à la main, déjà, on peut le faire nous-mêmes à la main. On peut utiliser aussi des ETL ou des outils même qui viennent parfois avec les bases de données SQL qui nous permettent de faire ça. Et cela ne vient pas non plus avec... ça vient aussi avec des problèmes. Ouais. Alors le faire à la main, déjà, ça va être du boulot. Nous, on est développeurs, on n'aime pas travailler. Les ETL, c'est pareil, il faut les configurer. Et les ETL ou les solutions qui s'approchent d'ETL, ça va souvent, pas toujours, mais souvent travailler en mode batch. Donc, soit vous aurez une grosse indexation initiale de toute la base de données et vous referez cette grosse indexation périodiquement, soit vous aurez des fonctionnalités un peu plus avancées d'indexation incrémentale, où on réindexe les données qui ont changé depuis les dernières 24 heures. Et là, bah, vous avez votre application avec un utilisateur qui va aller créer un dossier dans l'application, et il va venir vers vous, j'ai créé mon dossier, je suis allé le rechercher, je ne le retrouve pas. Pourquoi? Parce que l'indexation, pas de bol, elle est dans 24 heures. Donc, en termes d'utilisation, ça ne correspond pas à tous les cas d'utilisation et vos utilisateurs risquent d'avoir des questions. Et du coup, est-ce qu'il y a une autre solution? Ah bah oui, c'est une grande surprise. Il y a une solution effectivement qui est Hibernate Search, qui va réaliser l'intégration entre Hibernate ORM d'un côté, donc c'est une bibliothèque séparée, qui s'intègre à Hibernate ORM pour faire de l'indexation dans Lucene, Elasticsearch ou OpenSearch. Et là, du coup, on va faire une démo tout de suite. Comme ça, on parle moins et on fait plus. Donc là, comme j'ai dit, comme on est super cool à Red Hat, on fait du Quarkus. Donc j'ai un projet Quarkus, mais en effet, ça marche très très bien aussi avec Spring Boot, rassurez-vous. Donc je vais démarrer mon application Quarkus en ligne de commande. Pardon, oula. Et en fait, ce qui est cool, c'est que là, j'utilise Postman, qui est comme Docker, mais de Red Hat. Et donc, si vous voyez, j'ai pas de conteneur, j'ai rien du tout. Et bim, d'un coup, j'ai redémarré mon appli Quarkus et j'ai un Elasticsearch qui a été instancié et aussi un conteneur Postgres. Parce qu'en effet, mon application, ce que j'ai dit, c'est OK, j'ai mes dépendances. Donc, pour faire une API REST du REST ici, j'utilise Hibernate ORM, l'extension Postgres, donc ma base de données est Postgres, et ensuite l'extension Hibernate Search ORM. Ici, au fond, là, on a vu dans la ligne des commandes comment il y a une indexation qui a démarré. Ça s'est basqué dans mon application. J'ai dit, OK, quand ça démarre la base de données, fais-moi une indexation de tout pour la démo. Et en fait, mon appli, pour la configurer, à part les extensions qu'on a mis, déjà, on a un test dataset SQL avec des caractères de films, des films dont j'aime pas beaucoup, en fait, c'est Harry Potter. Les gens qui me connaissent, ils savent que j'adore ça. Et des dialogues de ces films. Et donc, en gros, ce que j'ai dit, c'est... J'ai rien configuré autre en local que de dire, dans le développement, tu m'insères les personnages et dialogues des films et je vais utiliser la version 8.12 de Elasticsearch. Ça, c'est tout. Donc, là, je peux ouvrir ici la console DevUI des Quarkus et dedans, on voit bien que j'ai deux persistence units, deux entités qui sont les caractères movie et les dialogues et une index type qui est les dialogues. Ça, on va le voir dans le code à quoi ça correspond. En gros, on a ce dialogue-là
qui est une entité, ça c'est une annotation, qu'on le voit bien là ici, de JPA, qui donc, est classique, voilà, classique, rien de particulier, pareil avec une colonne qui est le texte de mon dialogue. Et puis après, il y a d'autres annotations ici, comme indexed, ça c'est d'Hibernate Search, full text field et index embedded. Johan, si donc, tu veux avec expliquer. le @indexed, on va simplement dire à Hibernate Search, cette entité est indexée, sous-entendu, dans Elasticsearch en l'occurrence. On va mapper cette entité à un document qui est indexé dans Elasticsearch. Mais de base, ça sert un peu à rien parce que le document va être vide, il y aura un identifiant et rien dedans. Donc on va aller aussi mapper les propriétés de notre entité grâce à un full text field. Là, on va créer un champ full text. Donc Hibernate Search va créer un champ qui s'appelle text, le même nom que la propriété, dans le document qui va être indexé dans Elasticsearch. Et finalement, il y a le caractère. Voilà, le caractère. Alors juste, l'analyzer, là, c'est la configuration de la phase d'analyse dont on parlait tout à l'heure. On va en reparler. Le index embedded, c'est pour dénormaliser mon modèle. Parce que dans la base de données, on a un schéma relationnel. Dans Elasticsearch, ça va être en mode document. On n'a pas de possibilité de faire des jointures. Enfin, donc, en gros, on a cette personne-là qui est aussi une entité et dans laquelle on a dit, OK, moi, je veux aussi indexer son nom. Par contre, il n'est pas une entité indexée. C'est pour ça qu'on voyait qu'on avait deux entités de base de données, mais une seule entité indexée sur Elasticsearch. D'autres choses qu'on peut faire sur Quarkus, c'est, par exemple, créer un bin avec Elasticsearch Analyzer Configurer. Donc, on configure un peu comment on veut faire l'analyse de l'indexation. Voilà. Et puis, du coup, là, on a un endpoint REST dans lequel on va injecter la session de recherche. Et on a un endpoint qui s'appelle search, dans lequel on passe un string. Et du coup, on va simplement, attends, je vais faire ça un tout petit peu comme ça, dans lequel on va dire, OK, cherche-moi les dialogues de la base de données, et tu vas me matcher le texte et aussi les prénoms de caractères. Donc les noms des champs dans Elasticsearch. Et au terme, donc après je dis, donne-moi les 5 premiers, et ensuite avec un mapper DTO, ça c'est simplement quelque chose qu'on peut utiliser avec Mapstruct, c'est ça? C'est Mapstruct, ça n'a rien à voir avec Hibernate Search, c'est juste pour gérer la sérialisation des entités. Et là, ce qu'on peut faire, c'est, je veux, au lieu de retourner mes dialogues de base de données, je le transforme en DTO. Si on va chercher directement ici, si on va à localhost 8080, là, on n'a rien du tout. Si je cherche, par exemple, Hello, on a quelques dialogues de films, Hello, qui dit Harry Potter, Dobby aussi, etc., etc. Super. Si je cherche Devox, par exemple, j'ai rien du tout. Donc là, je me suis créé un petit endpoint pour créer un dialogue. Donc on peut dire, vraiment c'est, je crée le dialogue. Donc je fais le ID 1 avec Hello from Devox. Et là, si je recherche Devox à nouveau, j'ai Harry Potter qui nous dit bonjour from Devox. Et puis je pense que, voilà, après, autre chose qu'on peut montrer aussi est comment, en effet, si moi je fais une recherche pour, pas des dialogues, mais des prénoms, par exemple, Lucius Malfoy. Si je cherche Lucius Malfoy, par exemple, là, il va me chercher d'abord, non seulement, là, celui-là, il va sortir en premier parce qu'il est, non seulement le caractère le dit, mais ensuite, il est dit aussi par les propres personnages qui se présentent. Et après, voilà, on va voir on voit qu'il cherche dans les deux champs qu'on a dit. Là, c'est notre première démo d'aujourd'hui. On revient à la présentation. En fait, ce qu'on a vu là, c'est deux choses. La première, c'est la dénormalisation. On a vu comment on avait deux entités
Et comment, parce que sur Lucene, comme Johan a dit, il n'y a pas de jointure et c'est vraiment, il faut qu'on fasse des trucs en mode document. Bah, on a simplement mis les embeddings et il nous a fait la dénormalisation, il nous a indexé les documents sur Elasticsearch. Ça permet aussi, par exemple, de dire si j'ai fait une modification sur la personne 1 qui est en lien avec le dialogue 1 et le dialogue 2, si j'ai fait cette modification-là, il va m'indexer les deux dialogues-là. Et ça paraît évident, ça paraît facile. On se dit, bah, OK, why not? Mais qu'est-ce qui se passe si on commence à avoir un modèle de plus en plus compliqué? Voilà. Le fait de dénormaliser, ça a un impact sur la manière dont on va indexer. Et effectivement, si on n'a qu'un niveau d'indirection, on peut se dire, je vais le gérer à la main dans mon endpoint. À chaque fois que je modifie une personne, je vais aller réindexer les dialogues correspondants. Mais si on ajoute plusieurs niveaux d'indirection, on commence à voir que ça va être plus compliqué de tenir compte de tout ce qu'il va falloir aller réindexer en fonction de ce qui a été modifié. Et ça, grâce aux annotations que vous allez poser dans Hibernate Search va être capable de le déduire tout seul, en fait. En fonction de ce qui a été modifié, Hibernate Search saura ce qu'il faut réindexer. Et le fera. Oui. Ah oui, pardon. Ouais. Et autre chose qu'on a vu aussi, c'est l'indexation, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de dialogue d'Evox, on l'a créé et automatiquement, on pouvait le chercher sur Elasticsearch. C'était quelque chose d'automatique. Comment ça marche, ça, Johan? Alors, il n'y a pas d'API à appeler, c'est transparent pour vous. Dans l'application, vous allez utiliser Hibernate ORM, peut-être Spring Data si vous préférez, pour modifier les entités. Hibernate ORM va faire le boulot en dessous. Et donc, au bout d'un moment, il va y avoir un flush, il va y avoir un insert ou un update qui est envoyé en base de données, peut-être un delete. Mais il n'y a pas que ça qui va se passer. Hibernate ORM va aussi envoyer un événement à Hibernate Search, lui dire une entité de tel type, avec tel identifiant, a vu telle propriété être modifiée. Hibernate Search va stocker ça en mémoire. Et on va continuer. L'application va faire d'autres modifications potentiellement, et au bout d'un moment, on va committer la transaction. Donc Hibernate ORM va committer en base de données, mais avant de faire ça, Hibernate ORM va dire à Hibernate Search, il est temps de faire quelque chose avec ces événements. Hibernate Search va regarder qu'est-ce qui a été modifié, en fonction de ça, déduire ce qui doit être réindexé, potentiellement aller charger plus d'informations depuis la base de données. Grâce à ça, construire des documents JSON qui vont devoir être indexés, et après le commit, Hibernate Search va envoyer ce JSON à Elasticsearch pour indexation. Et en fait, ça, c'était déjà comment ça marchait jusqu'au Hibernate Search 5. Et par contre, en 2020, donc il y a la version 6 qui est sortie, qui a été véritablement quelque chose de C'est une révolution. Une révolution. C'est une révolution. C'est comme l'iPhone 5. C'est une révolution. On change tous les chargeurs, toute la connectique, et il faut tout racheter. Bon, c'est gratuit, donc on a de la chance, mais il faut quand même, ça veut quand même dire que les API ont changé. Les principes de base sont restés les mêmes. On n'a pas réinventé Hibernate Search. En fait, je vous ai dit au début que... Non, je ne l'ai même pas dit. Emmanuel était venu présenter avec David l'intégration d'Elasticsearch à Hibernate Search, qui à l'époque... Qui était dans un bateau. Ouais, ils étaient dans un bateau. bateau. D'où l'explication. À l'époque, c'était expérimental. Et en fait, cette expérimentation nous a permis de voir qu'on avait un problème dans Hibernate Search, c'est que toutes les API étaient liées à Lucene, parce que traditionnellement, Hibernate Search allait taper sur un index Lucene local. Et pour implémenter l'intégration Elasticsearch correctement, pour ne plus avoir de limitations liées à l'API Lucene, plus de hacks, de problèmes de dépendance, on devait changer l'API. Donc on l'a changé. Maintenant, on a quelque chose de générique qui peut marcher aussi bien pour Lucene que pour Elasticsearch ou OpenSearch. Et vu qu'on a tout cassé, on s'est dit tant qu'à faire, on n'a pas envie de refaire ça tous les ans. Donc on va en profiter pour faire quelques améliorations sur des choses qu'on a remarquées qui pouvaient être améliorées, mais qu'on ne pouvait pas avant parce qu'on essayait de garder la compatibilité. Donc on a des choses qui sont plus concises. Normalement, notamment le DSL de recherche. Vous avez vu quelque chose là, quand on vous a montré le code de l'endpoint, qui est plus concis que ce que vous avez dans Hibernate Search 5.
Si vous avez utilisé Hibernate Search 5, vous verrez la différence. Je dis que c'est générique, c'est pas... On ne s'en tient pas aux limites de ce qu'il y a de commun entre Lucene et Elasticsearch non plus. C'est aussi customisable et il y a moyen d'insérer dans les API d'Hibernate Search des choses qui sont spécifiques à l'endpoint que vous utilisez. Si vous utilisez le DSL de recherche avec un backend Elasticsearch, vous pourrez injecter du JSON pour aller plus loin que ce que Hibernate Search propose. Et ça, c'est le plus important pour moi, c'est éprouvé. C'est éprouvé. Ça date de 2020, c'est ça. Donc c'est en prod chez de nombreuses personnes et ça a été utilisé. On a géré les rapports de bugs et cette nouvelle API, c'est pas si nouveau en fait. Ça date d'il y a quelques années et c'est utilisable directement. Et du coup, dans tout ça, quand on préparait le talk, je disais à Johan, OK, mais quand on parle de SQL, on parle aussi des transactions et qu'est-ce qui se passe s'il y a un pépin? Qu'est-ce qui passe? Il y a un pépin entre une transaction et l'indexation, et si quelque chose crash, si par exemple le commit ne marche pas, ou si mon Elasticsearch marche, voilà, ça ne marche plus en fait l'indexation. Qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là où quelque chose ne se passe pas bien? Alors, si la transaction subit un rollback, on voit que l'indexation n'a pas encore eu lieu, donc on n'a pas de problème. Si la transaction est committée, et que vous avez quelqu'un qui se baladait dans le data center, qui a trébuché sur une prise, juste entre le commit et l'indexation. Bah là, vous avez un problème. Bon, heureusement, c'est plutôt rare que des gens fassent ça, hein. On travaille avec des gens sérieux, mais si vous êtes comme moi, ça va vous embêter un petit peu quand même, qu'il y ait cette possibilité, même si c'est rare. Mais du coup, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Transactional Outbox. Voilà. Pour éviter ce problème où on se retrouve avec une base de données qui est plus synchronisée avec l'index, on a travaillé sur ce pattern qui n'est pas propre à Hibernate Search. Le Transactional Outbox Pattern, c'est quelque chose qui est utilisé à de nombreux endroits, qui va consister à stocker les événements en base de données. Donc on reprend le mode de fonctionnement de tout à l'heure, on fait une modification d'entité dans l'application, on ne touche rien aux API d'Hibernate Search, tout est transparent. On a les événements, on fait un commit, mais on ne va pas traiter les événements. Au lieu de les traiter, on va aller les stocker en base de données, dans une table dédiée aux événements. Et vu qu'on est dans la même transaction, on va tout committer ensemble. Les modifications des entités, les événements de modification d'entité, donc qui consiste simplement à dire une entité de tel type avec tel identifiant a vu telle propriété être modifiée. C'est bien, mais là, on voit, on n'avait rien fait sur Elasticsearch. Donc c'est un peu embêtant parce qu'on a des événements, on n'a pas d'indexation. Ça sert un peu à rien. Ce qui va faire la magie, c'est un processeur d'événements qui tourne dans Hibernate Search, dans la même JVM, et qui va aller faire du polling sur la base de données pour détecter quand de nouveaux événements sont apparus. Quand un événement est détecté, on va regarder qu'est-ce qui doit être réindexé en fonction de la modification qui a eu lieu. On va aller charger l'entité correspondante depuis la base de données. On va aller construire le document correspondant, indexer, supprimer l'événement de la base de données, commiter. Tout ça se fait en tâche de fond et plus au moment des modifications d'entité. Alors on voit que le stockage des événements maintenant est transactionnel. Si votre transaction a subi un rollback, vos entités ne sont pas modifiées, mais vous n'avez pas non plus d'événements en base de données parce que c'était dans la même transaction. Inversement, si votre transaction a été committée, vous avez aussi la garantie que les événements sont là. Même si quelqu'un va trébucher sur une prise, c'est dans la base de données et au redémarrage, ce sera traité. Asynchrone maintenant. Ouais. Il y a d'autres avantages, c'est que maintenant, tout ce qu'on faisait dans le thread qui modifie les entités, donc vous avez un endpoint REST qui va aller ouvrir une transaction, faire les modifications d'entités, on allait potentiellement charger plus de données de la base de données pour aller faire les réindexations, ce qui potentiellement prend du temps, qui ajoute de la latence à votre endpoint. Si vous avez un gros modèle plein de données, ça peut ajouter beaucoup de latence. Là, il n'y a quasiment pas de latence qui est ajoutée parce que tout ce qu'on va faire, c'est aller stocker quelques entités supplémentaires en base de données. On ne va plus attendre que l'indexation soit finie, on va le faire de manière asynchrone en tâche de fond. Et partitionner?
pas de conflit d'indexation. Et c'est partitionné. Et ça, ça veut dire que si vous avez plusieurs instances de votre application qui tournent, qui tapent sur la même base de données, elles vont en fait se coordonner, se répartir automatiquement, sans que vous ayez rien à configurer, une partie des événements à traiter, de telle manière que vous n'aurez jamais deux processeurs d'événements qui, en même temps, vont essayer de mettre à jour le même document dans Elasticsearch, ce qui pourrait causer des problèmes s'il y a des modifications différentes. Vous risquez d'avoir la dernière modification qui prend le pas sur la première, et la première qui est ignorée. Ça, c'est pas possible avec ce mode de fonctionnement, grâce au partitionnement. Et ça apporte aussi de la flexibilité au niveau du parallélisme. Vous pouvez avoir deux instances d'application qui servent d'endpoint REST, une instance qui va faire que de l'indexation. Et les deux instances qui font l'endpoint REST qui font aucune indexation. Vous pouvez avoir plusieurs processeurs d'événements, faire des choses qui sont asymétriques. C'est configurable. Après, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que ça a l'air qu'on a besoin de quelque chose de super complexe et de rajouter quelque chose dans l'infra pour gérer tous ces événements. Moi, événements, je sens venir un Kafka, un RabbitMQ, un je sais pas quoi. Combien il faut payer pour ça? Voilà. Alors, il ne faut pas tout racheter. Là, c'est une révolution, mais il ne faut pas tout racheter. On reste sur la même infrastructure, une application, une base de données, un Elasticsearch, ou plusieurs Elasticsearch, et on ne change rien à ça. En termes de configuration, on peut configurer assez loin, mais de base, on n'a besoin que de ça. On ajoute une dépendance à l'application, là c'est l'indépendance Quarkus, et on configure Elasticsearch, ça c'est la configuration Quarkus, pour utiliser cette stratégie d'outbox polling. Il n'y aura qu'une table à créer dans la base de données SQL existante aussi. Voilà, c'est ça. Mais ça, Hibernate ORM fournit les outils pour facilement le faire. Et puis là, il y a le standalone Pojo Mapper. C'est une autre fonctionnalité qui a été rajoutée à Hibernate 6. Et ça, c'est quoi? On vous a dit au début que tout ça, c'était valable dans le contexte d'une application qui utilise Hibernate ORM. Tout le monde n'utilise pas Hibernate ORM, personne n'est parfait. Potentiellement, vous avez un data store qui n'est pas une base de données relationnelle. Donc, pour ces cas-là, on peut désormais utiliser le standalone Pojo Mapper, qui va vous permettre de faire de l'indexation de manière plus custom. Donc il y aura plus de configuration de votre côté, plus de code custom, mais vous pourrez vous intégrer à n'importe quoi, ou même supprimer carrément le data store si vous voulez tout stocker directement dans Elasticsearch. Vous pouvez utiliser Elasticsearch comme client, simplement. Ouais. Et là, c'est la question que tout le monde se pose depuis le début, c'est pourquoi Katia elle est dans ces talks en fait? Qu'est-ce qu'elle a fait sur Elasticsearch, parce que voilà, plot twist, en fait, Infinispan, qui est un cache distribué haute capacité, on peut rajouter de l'indexation dessus et de la recherche full text. Et nous, on intègre Hibernate Search à l'intérieur avec une sorte de standalone Pojo Mapper qu'on a depuis longtemps, qui nous permet d'avoir des index lucines distribués et faire la recherche full text sur les valeurs de cache. Et ça, du coup, ça nous a permis aussi, et c'est là qu'on enchaîne sur la version 7 et 7.1, notamment de Hibernate Search qui vient de sortir, parce que la version 7.1 rajoute la recherche vectorielle. Et la recherche vectorielle a permis à Infinispan de s'intégrer avec Langchain4j et Langchain pour qu'on puisse l'utiliser comme un embedding store dans ce cas d'utilisation-là. Ça, c'est juste l'info. Mais là, alors, sur la version 7 qui vient de sortir et la 7.1. Ouais. Alors la 7.0, on ne va pas trop en parler parce que c'était simplement le passage à Jakarta E de Java E, qui n'impacte pas beaucoup Hibernate Search, qui impacte un peu plus JPA, Hibernate ORM, puisque c'est des changements de package. Bon, bref, ça ne nous intéresse pas trop dans le cadre d'Hibernate Search. La version 7.1, effectivement, c'est un peu plus intéressant parce qu'on va commencer à parler de recherche vectorielle. Donc, de quoi on parle? On vous en a probablement pas mal parlé. On est à 300 jours là aujourd'hui. C'est le 3e jour de Devox. On va reprendre pour ceux qui dormaient. Le principe, c'est qu'on a un modèle créé grâce à du machine learning qui va être capable de prendre en entrée des documents, soit texte, soit image, soit son, et de transformer ça en vecteur. Ce qu'on appelle un vecteur, c'est en gros un tableau de nombres, un tableau de float, disons, avec un certain nombre de dimensions, donc une certaine taille qui est propre au modèle.
L'intérêt de ça, c'est que ce vecteur, ce modèle, a été entraîné de telle manière que lorsque vous avez deux vecteurs en sortie pour deux documents similaires et que vous appliquez une fonction mathématique de distance entre ces deux vecteurs, cette distance sera plus faible si on considère les documents plus proches et plus élevée si on considère que les documents n'ont rien à voir. Ça, c'est l'entraînement du modèle qui donne cette propriété. Et donc, on va pouvoir faire de la recherche grâce à ça, chercher des choses similaires. Alors, grossièrement, je vous ai présenté grossièrement la recherche full text. Je vais vous présenter grossièrement la recherche vectorielle. Donc on prend les mêmes, pas tout à fait les mêmes, et on recommence. Et évidemment, je caricature. Au lieu d'avoir juste du texte en entrée, on pourra potentiellement avoir des images, du son. Au lieu d'avoir une phase d'analyse qui est configurable en détail, on aura un modèle qui joue un petit peu le rôle de boîte noire, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais on sait qu'il nous donne des vecteurs qui ont de bonnes propriétés en sortie. Lorsqu'on va indexer ces vecteurs, on va les placer dans une sorte d'index inversé. On appelle ça un vector store. Ce n'est pas un index inversé, mais l'utilisation qu'on est faite va être similaire, qui va associer un vecteur à l'identifiant d'un document. Lors de la recherche, on va faire la même chose, on va passer par l'IA, créer un vecteur. Et la recherche va consister à aller chercher dans le vector store les vecteurs qui ne sont pas identiques, mais qui sont similaires à notre vecteur de recherche. Ça va être fait grâce à l'algorithme KNN, ou ANN en l'occurrence, K, Nearest Neighbors, les K voisins les plus proches, donc par exemple les 10 vecteurs les plus proches du vecteur recherché. Ça, c'est le nom de l'algorithme. Je ne vais pas vous expliquer l'algorithme, parce que j'y comprends rien, mais sachez juste que KNN, ça va être le nom général et le nom en particulier de la méthode qui va aller scanner tout le vector store. Donc ça ne va pas bien marcher si vous avez 10 millions de documents. Et ANN, c'est Approximate Nearest Neighbors. C'est une version qui va retourner des résultats approximatifs, mais au moins ça va marcher quand vous avez beaucoup de documents. Et du coup, là, on va faire une petite démo. Donc, on était dans notre appli dès tout à l'heure. Donc, je vais fermer toutes les choses ici. Et en fait, je vais ouvrir le modèle du dialogue. Donc, dans ce texte-là, je vais ouvrir aussi un petit tête que j'ai ici. Voilà, les live coding, ça fait CTRL-C, CTRL-V. Et en gros, aujourd'hui, avec Hibernate Search 7.1, on peut rajouter de vector field. Donc, je lui dis, donne-moi, tu vas me prendre ces textes-là en entrée, et je vais mettre un champ embedding. Je dis quelle est la dimension que je veux, on va voir juste après ce que c'est. Je recherche des similarités dans le vecteur. Ça, c'est la fonction mathématique de distance dont je parlais, c'est ça. Et le value bridge, les embedding model bridge. Donc là, on va regarder ce que c'est cette bridge-là. Là, c'est vraiment pour la démo qu'on l'a fait comme ça. C'est-à-dire que là, ça implémente des strings à tableau. Donc ici, ça convertit les données. Voilà. Ici, ce qu'on utilise ici, c'est Alang Chain4j permet d'avoir ces modèles-là pour qu'ils puissent être utilisés en Java. Donc, au lieu de faire un appel externe, un API ou n'importe quoi, on a simplement un briquet pour la démo. Et ça nous permet de prendre un texte en entrée, donc ici, d'utiliser, de le transformer à text segment, d'utiliser les modèles pour changer, pour le transformer en embedding, et donc récupérer ce tableau de float. Ça, c'est tout. Et du coup, côté endpoint, en gros, donc là, je pense qu'il a relancé, parce que dès que j'ai fait des changements, donc il travaille, parce que c'est Quarkus qui l'a démarré, donc il a réindexé, comme je lui avais dit, je pense qu'il a réindexé
pour avoir les embeddings là dans Elasticsearch. Et du coup, la méthode, donc j'ai fait un endpoint search KNN qui prend aussi la session des search, à nouveau sur les dialogues. Mais cette fois-ci, je dis, OK, le KNN, le 5, genre 5, sur le field embedding, j'utilise les bridges aussi pour le transformer en tableau. Et pareil, je dis, donne-moi les 5 premiers. Donc là, si on va à nouveau... attends, vas-y là, tic. Si on va à nouveau où on était tout à l'heure, donc je vais 80-80. Et attends, je vais juste ouvrir ça comme ça. Comme ça, on en a 2. Déjà, je vais créer le dialogue de Harry à nouveau, parce que là, c'est vraiment en dev mode. Je lui ai dit, allez, on a réinitialisé la base de données. Tu réinitialises tout. Dès qu'il y a un changement, allez, tu drops tout, tu remarques tout. Comme ça, c'est plus facile pour la démo. Et donc, j'ai 2 endpoints ici. Donc, un, c'est celui de full text. Et l'autre que j'ai, c'est celui de KNN. Donc, si par exemple, je cherche hello, comme tout à l'heure qu'on a dit, hein, hello, là, on a ces messages-là. Si on cherche avec le KNN, donc hello, on n'a pas forcément les mêmes messages au début. Voilà. Là, hello, il me trouve 2 hello. Dans la recherche full text, se dit, celui-là, il est plus pertinent. Alors que là, hello, c'est le message de Dobby qui sort avant. On voit bien que ce n'est pas le même type de recherche. Autre chose, par exemple, si jamais je dis greeting, là, on n'a pas mis des synonymes sur la recherche full text. Donc, on n'a rien fait par rapport à ça et personne ne dit le mot greeting dans les dialogues. Par contre, si je le fais, et là, je sais que tu veux parler. Ouais. Je te passe... je m'arrête là tout de suite. Là. Si ouais, on aurait pu configurer la gestion des synonymes, mais il aurait fallu être explicite. Mettre un dictionnaire avec tous les synonymes. Donc, il y en a beaucoup, quoi. Exactement ça. Et donc, si je fais greeting dans le modèle, on voit bien qu'il sort hello, hello, ou hello, where are you, hello from Devoxx aussi ici, who are you there, parce qu'en fait, greeting, les modèles considèrent que c'est un bonjour, quoi. Et donc, il va te chercher des messages qui sont similaires par rapport à ça. Après, il y a des trucs très chelous. Par exemple, si j'ai fait magique, il va sortir magique, la recherche full text. Tous les messages qui sont ici, ils contiennent les mots magiques. Quelque part. Magique, etc. Si je le fais sur la recherche vectorielle, là, j'ai magique, 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 mais à la fin, j'ai wicked. OK. Parce que peut-être si je dis les mots magique et wicked, c'est similaire. Honnêtement, je ne sais pas. En fait, c'est utilisé dans les contextes similaires. OK, Et après, il y a vraiment quelque chose qui m'a beaucoup perturbé, j'avoue. Il va falloir parler à l'organisation. Parce que quand je cherche Devoxx, j'ai bien le message Hello from Devoxx. Si je cherche Devoxx ici, enfin, j'ai Voldemort, quoi. Et là, moi, ça m'a... Ouais, il y a Hello from Devoxx, mais il y a Lucius, Voldemort, Serper Santia. Il y a de quoi se poser des questions par rapport à Devoxx après l'utilisation de la recherche vectorielle. Ouais. Ouais. Et avec cette démo, et avec ça, la partie coding est finie et on arrive aux conclusions. Voilà, donc effectivement, il y a des questions à se poser, mais c'est peut-être pas Devoxx qui doit se les poser. C'est nous en choisissant notre modèle, parce que on le voit, quand votre modèle il connaît pas, il n'a jamais été entraîné sur Devoxx, il va un peu vous retourner n'importe quoi, parce que il n'est pas fait pour ça en fait. Ou pas, hein. Ça donc, se trouve. Là, c'était pas n'importe quoi. Hein. Ça se trouve dans celui-là. Peut-être. C'est inquiétant. Après, ça veut pas forcément. Vous pouvez aller entraîner votre propre modèle, ça ne va pas forcément vous prendre 5 ans et une équipe de recherche, ça risque d'être du boulot quand même, mais il y a de plus en plus de modèles qui sont disponibles à l'utilisation et qui peuvent être réentraînés avec vos données personnelles. Donc ça se fait. Moi j'ai de la chance, c'est pas mon boulot. C'est le boulot des data scientists. Si vous avez peut-être de la chance, c'est peut-être pas votre boulot non plus.
mais il y a des pratiques qui évoluent, des solutions qui arrivent pour rendre ça un petit peu plus facile. Donc à suivre. Et, voilà. Et du coup, merci, on a fini. On a quelques liens ici qu'on vous laisse sur, évidemment, Quarkus, Hibernate Search aussi, et puis des talks sympas qu'il y a eu, donc celui de la recherche à l'ère d'IA de David qui est là. Les vidéos vont être disponibles très vite, donc recherche sur les stéroïdes. Cette année, il y a eu énormément de sujets IA, IA Vector Search, etc. Donc, il y a de quoi s'amuser à bien apprendre tout ça. Les QR codes ici, c'est quoi? C'est un lien vers la présentation. Vous avez la présentation en PDF, comme ça vous pouvez aller cliquer sur les liens qu'on avait tout le long de la présentation. Et si vous avez du courage d'aller à l'appli et nous laisser un petit commentaire pour nous donner un petit retour du talk ou soyez les bienvenus. Et toi, Johan, tu vas être après dans le stand aussi. Ouais, je vais aller au Speechless d'abord, ouais. Parce que c'est bien, il faut aller au Speechless. Et ensuite, je serai au stand Red Hat si vous avez des questions sur Hibernate ou sur Quarkus. Mais là, on a 4 minutes de questions. Donc, si quelqu'un a une question, il y a un micro là-bas. Allez, super. Bonjour, moi c'est juste une question. Vous avez refait Elasticsearch, si j'ai bien compris, et pour faire vous committez la donnée et l'événement, et après vous mettez dans Elasticsearch, et après vous recommittez derrière pour dilater. Et dans le Maven, il y avait du Quarkus dedans, et moi je suis dans la Team Spring, donc je me posais la question à ce sujet-là. Le Hibernate Search n'a aucune dépendance à Quarkus. Donc je peux utiliser tout ça là, c'est utilisable dans n'importe quel framework. Dans Quarkus, dans Spring, dans Micronaut probablement, Elidon peut-être, je sais pas, j'ai pas essayé. Mais si vous avez un framework Java qui utilise Hibernate ORM, a priori vous pouvez utiliser Hibernate Search. Nous on a utilisé Quarkus avec Hibernate Search parce que l'intégration elle est très poussée, et les dev services sont super, ça démarre tout. Bon, c'est vraiment un très bon framework et on l'utilise. Et puis voilà, et parce que ouais, on va pas faire la guerre, c'est juste qu'on a travaillé à l'intégration. Mais Hibernate, c'est un projet qui est largement, c'est sur Spring Data, c'est dedans et tout, et Hibernate Search s'utilise dans n'importe quelle application Java. Voilà. Ouais, merci pour la présentation déjà. Moi j'avais une question justement sur les dépendances. Hibernate Search, ça permettait aussi de stocker les index dans des fichiers. Là, avec la recherche vectorielle, forcément, il faut des bases de données vectorielles. Non. Lucene supporte, d'ailleurs, le talk là, c'est ce soir, moi je pourrais pas y aller, mais je vous conseille d'y aller, qui vous explique comment la recherche vectorielle a été ajoutée à Lucene, et d'ailleurs l'équipe Elastic, vous pouvez en parler à David Pilato, a beaucoup travaillé là-dessus. Donc Lucene est capable de gérer la recherche vectorielle, et donc vu que Hibernate Search fournit une intégration avec plusieurs backends, on a un Lucene, un Elasticsearch, un OpenSearch, vous choisissez celui que vous voulez. Toutes les fonctionnalités qui sont exposées via les API génériques sont disponibles dans tous les backends. Après, si vous voulez aller plus loin, forcément, ce sera spécifique. Mais la recherche vectorielle, oui, est disponible avec le backend Lucene qui utilise des fichiers locaux. Ok, super, merci. D'autres questions? Ah oui. Après, là. Bonjour, merci pour le talk. Une question par rapport aux annotations qu'on a vues pour indexer un de l'objet, caractère, dialogue, etc. Est-ce que si j'ai des éléments dans ma table que j'ai pas envie d'indexer par rapport à d'autres, on peut conditionner cette indexation ou pas? Ouais, en fait, dans la notation @indexEmbedded, il y a des attributs qui permettent. Donc, il y a plusieurs façons de filtrer. On peut filtrer par profondeur, s'il y a des index embedded en cascade. On peut filtrer par inclusion en donnant les noms, les chemins en fait des champs qu'on veut imbriquer, qu'on veut inclure. Et maintenant, depuis récemment, il y a l'exclusion, ce qui est plutôt bien parce que pendant très très longtemps, il y a des gens qui se tapaient des listes comme ça d'inclusion pour juste exclure un truc. Et maintenant, ils peuvent juste exclure une propriété en particulier. Ok, super, merci. Il y avait une dame ici. T'avais ta question là, toi? C'est bon? Et toi là? Non, elle. Eh bien, t'as plus de questions? Non, mais en fait, c'était la dame qui était devant toi, c'est pour ça. Mais elle n'en a plus. Okay. Est-ce que cette recherche vectorielle fonctionne en fait si je fais par exemple une erreur d'orthographe dans un mot, si j'écris par exemple sémantique avec un E au lieu d'un A? Ça dépend du modèle.
ça dépend du modèle. C'est Juste au lieu d'utiliser l'analyse, c'est-à-dire d'avoir des tokens, etc., en fait, là, c'est un modèle qui est construit et qui, du coup, a des règles assez un peu spécifiques. Donc, vous allez probablement vouloir choisir des modèles d'embedding qui sont un peu adaptés au côté très générique ou au côté très spécifique. Mais il faut regarder chaque modèle, en fait. Là, ils vont avoir des comportements différents de voisinage. C'est Emmanuel Bernard qui parlait, pour ceux qui regardent la vidéo. Une dernière question, et puis parce que là, on dépasse le temps. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, ma question, quand on a fait les recherches avec KNN vectoriel, le mot Devox, par exemple, on a passé en vecteur, c'est bien ça? Pour comparer des vecteurs. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser les mêmes modèles pour comparer, oui. ou bien ça peut marcher si on utilise d'autres modèles? Non, c'est le même modèle parce que c'est la dimension. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais si vous voulez que ça marche, il faut utiliser le même modèle. D'accord. Et du coup, on te retrouvera après dans les stands de Red Hat. Ouais, pour au poser stand des Red Hat, questions. si vous avez plus de questions. Voilà. Merci. Je vais me rencontrer déjà.